peuple qui revient essentiellement aujourd'hui autour des trois sujets principaux. Il s'agit de la situation de nos compatriotes qui passent la vie en dehors de nos frontières. Il s'agit de nos compatriotes de la diaspora. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, un de nos compatriotes a trouvé la mort à la suite d'une agression de la part des Indiens. La situation a dégénéré à Kinshasa. Quelques Quinois en colère ont envahi les établissements ou les entreprises indiennes pour revendiquer leurs compatriotes. Nous y reviendrons dans cette émission avec notre invité. D'un sujet à un autre, nous allons essayer de dresser à notre manière le bilan des 2 ans et demi du président de la République qui est arrivé au pouvoir depuis 2018 à la suite des élections qui étaient organisées. Nous avons pour la première fois assisté à une passation civilisée du pouvoir entre le président sortant Joseph Kabila Kabange qui a passé le relais au président entrant, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et pour finir, nous allons tenter d'aborder la question autour de la désignation de nouveaux animateurs de la Commission électorale nationale indépendante par la structure intitulée confession religieuse. Vous le savez tous, cette question a créé beaucoup de polémiques et beaucoup de controverses. Jusque-là, les noms des futurs animateurs de la CENI ne sont pas encore connus. Les églises n'arrivent pas à s'attendre. Les confessions religieuses qui pourtant sont les hommes éclairés par le Saint-Esprit ne parviennent pas à arriver à un consensus pour mettre en place les nouveaux animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. Pour l'instant, les dossiers se trouvent au niveau de l'Assemblée nationale qui, dans les heures qui suivent, va procéder à la mise en place du comité paritaire pour tenter d'évaluer ou d'examiner les contentieux autour de la désignation des nouveaux animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. Il y a eu beaucoup de noms. On est allé même jusqu'à verser dans les tribalismes, ce qui est à décourager. Pour en parler, face au peuple, reçoit pour vous aujourd'hui Siméon Issako. Bonjour et bienvenue. Bonjour Patrick Lokala. J'ai failli t'appeler président. Je rappelle que tu es notre vice-président de l'Union nationale de la presse du Congo, même si je dois le signifier ici, je ne reconnais pas la légitimité du président qui a été plébiscité, M. Kassamba, mais au moins on doit te reconnaître toi parce que tu as été voté en plus avec beaucoup de voix, plus que Kassamba. Bonjour à toi, bonjour à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à l'instant. Très bien, alors je vais vous présenter avec vos casquettes. Je crois que vous serez à l'aise dans la posture que je vais devoir dévoiler au public. Vous êtes d'abord journaliste de profession, de formation et de profession. Vous êtes passé par l'IFASIC. Vous êtes le rédacteur en chef de cassinfo.ca. Vous avez fait un passage éclair au niveau de Télé 50. Aujourd'hui, vous êtes communicateur du président de la République, c'est ça? En fait, dire communicateur du président de la République, c'est un peu péjoratif, mais il faut simplement dire que je fais partie de cette dynamique des journalistes, cette dynamique des citoyens congolais engagés dans le congolo-positivisme. C'est quoi le congolo-positivisme? C'est le fait de vendre la bonne image du pays. Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a une branche de concitoyens qui s'évertue à jeter de l'opprobre sur la nation, qui s'évertue à jeter en pâture tous les efforts fournis par les institutions du pays, qui s'évertue à salir les institutions du pays. Mais de l'autre côté, nous avons choisi de vendre la bonne image du pays parce que le pays, on n'en a pas deux, on n'a que ce seul Congo. Et donc, nous sommes là pour vendre la bonne image de la RDC partout, à travers le monde, à travers nos émissions, à travers nos interventions. Face au peuple, on dit que ceux qui se revendiquent être communicateurs du président de la République ou de l'Union sacrée sont encadrés par le parti présidentiel. Est-ce que vous aussi, vous êtes parmi les gens dont on accuse d'être j'ai pas des liens, encadrés, payés par le parti au pouvoir pour pouvoir communiquer en sa faveur? Vous faites partie de ce groupe-là? J'ai pas des liens avec... en tout cas, j'ai pas des liens particuliers.
avec les dirigeants du parti présidentiel. Vous n'avez jamais été contacté? Je suis néanmoins journaliste. Vous n'avez jamais été contacté? Vous faites du bénévolat? Il peut arriver que je prenne mon téléphone pour appeler soit Kabouya, soit Kabound, dans les cadres de mon métier, pour avoir un son de cloche par rapport à un fait. Mais jamais on a coopéré parce que je dois communiquer pour les chefs de l'État. Vous savez, vendre positivement l'image du pays, par moment, ça doit être de l'apostolat. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas deux Congos, nous avons que ce seul Congo. Très bien, mais nous avons que ce seul pays qu'on doit tous ensemble sécuriser et on doit tous ensemble mettre la main dans la pâte pour que ce pays puisse aller de l'avant et puisse se développer. On va finir avec donc pour ça, il ne faut pas que je puisse avoir le soutien des X, il ne faudra pas que je puisse non plus avoir le soutien des Y. Vous vendez la bonne image du pays. Si on vous Absolument. appelle PPRD pour faire le travail du journaliste, vous répondrez avec promptitude. Je l'ai toujours fait. Êtes-vous sincère? Je l'ai toujours fait. Plusieurs fois, je me suis rendu au siège du PPRD il n'y a pas longtemps. Là, c'était avant que... J'ai dit il n'y a pas longtemps. Okay. Il n'y a pas longtemps, j'étais d'ailleurs au siège du PPRD pour une interview avec les SP, mais aussi plusieurs fois avec ces différents adjoints. Donc, c'est un travail des journalistes. Ça n'a pas de limites. Mais s'il faut barrer la route à ceux qui pensent que les Congos ne veulent pas, en tout cas, nous sommes prêts. On le fait ça. Pourquoi pour finir, Siméon Isako, pourquoi, avant que Tshisekedi n'arrive au pouvoir, vous n'avez jamais été parmi les Congolais qui avaient l'ambition de vendre positivement l'image du Congo? C'est seulement ces derniers temps que vous vous autoproclamez de vous-même que vous voulez vendre la bonne image du pays. Qu'est-ce qui vous empêchez de le faire dans la présentation à l'époque où le président Félix n'était pas au pouvoir, et maintenant vous le faites? Qu'est-ce qui vous motive finalement? Dans la présentation tout à l'heure, tu as dit que j'étais passé par Télé 50. À l'époque, c'est ce que je faisais aussi là-bas. C'est ce que je faisais là-bas. On vendait l'image de la RDC. On faisait comprendre au monde qu'en RDC, il n'y a pas seulement la guerre. Il n'y a pas seulement l'insécurité. En RDC, il y a aussi les bonnes choses, les meilleures choses. Il fait aussi mieux vivre en RDC comme partout à travers le monde. C'est ce que j'ai eu à faire pendant plusieurs années passées à Télé 50. Mais quand ça n'allait pas aussi, j'ai décrié. Mes amis avec qui j'ai travaillé là-bas peuvent les témoigner. Mon ancien directeur général de l'époque, Assamba, peut aussi les témoigner. Par moment, il m'appelait infiltré. Infiltré, pourquoi? Parce que quand ça ne marchait pas, j'ai dénoncé, je disais non, ici, on ne doit pas dire ça, on doit dire ça. Parce que quand on dit ça, on désinforme l'opinion. Très bien. Donc, moi, je suis là, résolument engagé dans cette dynamique du congolo-positivisme. Très bien. Merci beaucoup, Siméon Isako. On va voir ce que la suite va nous réserver, comme je l'avais dit dès l'entame de mon émission, que la situation des vies des Congolais qui passent la vie à l'extérieur du pays devient de plus en plus un casse-tête pour notre pays. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, notre pays a perdu l'un de ses compatriotes qui a été agressé. À la suite de cette agression, le compatriote a perdu la vie. Est-ce qu'aujourd'hui, notre État prend soin de suivre la vie de nos compatriotes qui vivent en étranger? Vous voyez, ce n'est pas la première fois que nous puissions perdre un compatriote à la suite de des agressions racistes. Déjà, au niveau de notre État, quelle est la politique mise en place par le gouvernement pour tenter d'encadrer ces Congolais pour que de pareilles situations ne nous arrivent plus? Je pense que c'est une question à laquelle les ministres des Affaires étrangères pouvaient répondre. Moi, à mon niveau, peut répondre en tout cas, mais moi, à mon niveau, je ne peux que décrier ce qui s'est fait, parce que ce n'est pas pour la première fois qu'on assiste à de pareils drames. Les Congolais qui vivent à l'étranger
être assassinés de façon froide. C'est pas pour la première fois. Donc nous dénonçons cette façon. Ça veut dire que c'est une situation qui existe depuis plusieurs années. Ça existe depuis longtemps. Nous dénonçons. Dont les autorités, celles d'hier tout comme celles d'aujourd'hui, ne sont pas à mesure d'apporter des solutions. Nous dénonçons cette efficaces. léthargie des autorités. Pour ce qui concerne les traitements de nos compatriotes qui vivent à l'étranger. Nous en appelons ici à la prise de conscience des autorités compétentes pour que nos concitoyens, nos compatriotes qui sont partout à travers le monde puissent être considérés. Tu es un citoyen congolais en Inde aujourd'hui, et ça fasse peut-être pour un fait bénin. Parce que ça s'est passé en Inde. Mais imaginez-vous qu'un Indien soit assassiné ici chez nous. Vous voyez ce que ça va impliquer comme conséquence diplomatique et consorts. Je prends l'exemple. Bien qu'ils sont experts des Nations Unies, je parle des Zaïd Catalan et son coéquipier, son coéquipier de l'époque. Vous voyez que la situation continue. Les enquêtes continuent jusqu'à présent. Ouais. Mais s'il s'agissait des Congolais... À cela, il faut ajouter le décès ou l'assassinat de l'ambassadeur italien tout récemment. Voilà, les enquêtes continuent. Voilà. Je voulais parler de Zaïd Catalan et Michael Sharp, quelque chose comme ça. Oui, donc les enquêtes continuent. Et nos autorités s'investissent sérieusement pour ça. Pour que ces enquêtes pour faire la lumière autour du dossier. Ils sont déterminés Qu'en est-il de celui qui est mort en Inde autour du dossier? Si l'État congolais mène des enquêtes pour faire la lumière par rapport aux circonstances du décès des étrangers dans notre pays, qu'en est-il des enquêtes autour de Congolais qui meurent tous les jours à l'extérieur? Par exemple, les cas de ces compatriotes décédés. C'est ce que je voulais dire. Est-ce que notre État a déjà demandé des enquêtes de la part des autorités indiennes pour que nous savions les circonstances dans lesquelles notre compatriote a perdu la vie? C'est ce que je voulais dire. Donc, même 5 ans après, 6 ans après, les autorités parlent toujours des enquêtes. Ils demandent toujours à ce que ces enquêtes aboutissent pour qu'on établisse les responsabilités. Mais quand il s'agit des Congolais qui sont tués à travers le monde, c'est un silence radio côté autorité. On ne réagit pas. On ne demande pas à ce que les enquêtes soient ouvertes et que ces dernières aboutissent. Et même si demande il y a, on le fait de façon un peu timide. On ne fait pas pression comme les autres pays nous font pression. Donc, les autorités, nos autorités doivent comprendre que la vie humaine des Congolais est sacrée autant que celle des Français, celle des Allemands, celle des Belges et consorts. Ils doivent nous sécuriser parce que c'est leur rôle. Aujourd'hui, moi, je comprends l'indignation de nos compatriotes ici à Kinshasa qui s'attaquent aux entreprises des Indiens. Mais ils ont été violemment réprimés. Ils ont été violemment réprimés. Je comprends leur ras-le-bol. Malheureusement, ils ont été réprimés. Je comprends leur ras-le-bol. C'est parce qu'ils estiment que l'autorité qui est censée sécuriser ne sécurise pas. Que le chef de l'État, s'il est en train de nous suivre à l'instant, qu'il interpelle son ministre des Affaires étrangères, que ce dernier joue pleinement son rôle pour que les Congolais soient sécurisés. Siméon Issakou, qu'est-ce qui a changé du temps des Kabila, des Congolais mouraient? C'était toujours un silence radio. On a maintenant Félix Tshisekedi à la tête du pays. Des Congolais meurent à l'étranger, c'est la même chose. Vous avez l'impression qu'on est dans la continuité de ne pas avoir de la considération vis-à-vis de nos compatriotes. Les Congolais a-t-il perdu cet attachement qu'il peut avoir vis-à-vis de ces autorités qui, à chaque moment qu'il y a quelque chose de malheureux qui arrive, les autorités doivent réagir? Est-ce que vous sentez qu'on est dans la continuité ou plutôt qu'on a changé les approches par rapport au traitement et à l'accompagnement et suivi de nos Congolais Je ne pense pas qu'on est dans la continuité parce que nous nous souvenons
d'un cas avant celui-ci. Il y a les ministres, j'ai oublié les pays, il y a l'ambassadeur de ces pays-là qui a été interpellé. À l'époque, c'était encore Marie Toumazinze. Je me souviens aussi d'un autre cas dans lequel moi-même j'étais impliqué. Marie Toumazinze avait également interpellé et les enquêtes avaient abouti. C'est ces pays-là qui avaient pris en charge le funérailles de ces Congolais-là qui a été lâchement assassiné à l'époque. Donc il y a une différence entre les régimes Kabila et les régimes Tshisekedi dans la façon de faire aujourd'hui. Il y a amélioration, même dans la considération. Donc je ne préfère pas dire ici que ça entre dans les cadres des bavures policières, mais simplement ce sont des actes à dénoncer parce que là, quel que soit ce que l'être humain peut faire, rien ne justifie le fait qu'on peut arracher la vie à un être humain. Et pour finir ce sujet, comment vous réagissez par rapport à la réaction spontanée de nos compatriotes? Vous étiez en train d'effleurer la question et la réaction musclée de la police nationale congolaise qui n'a pas permis à nos compatriotes de marcher pour démontrer leur mécontentement vis-à-vis des Indiens qui, d'une manière ou d'une autre, nous assassinent de temps en temps dans leur pays. Est-ce que la police a correctement réagi contre nos compatriotes qui ont voulu manifester leur mécontentement? Vous savez, la police est là pour protéger les citoyens et leurs biens. Quand on parle des citoyens, on ne voit pas seulement les Congolais, mais aussi tous ces autres citoyens du monde qui ont choisi la RDC comme leur deuxième patrie. Ils doivent aussi être protégés malgré les erreurs, malgré les fautes, malgré les bavures qui sont enregistrées ça et là contre les Congolais un peu partout à travers le monde. Donc je comprends la réaction de la police, c'est ça même la véritable mission de la police, mais il y a une façon de disperser. Il y a une façon de disperser. C'est là que je dois aussi interpeller les responsables de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, qui doit éduquer, rééduquer ces éléments parce que ils doivent avoir ils doivent comprendre le civisme de la police. Donc, ils ne sont pas là pour brutaliser les paisibles citoyens lorsqu'il faut les disperser quand ils sont en train de manifester. Donc, je comprends la police qui est en train de travailler, qui est en train de faire exactement, de jouer exactement son rôle, mais aussi je comprends, comme je le disais, le ras-le-bol, les sentiments de colère de la population. Oui. Très bien, alors on va passer à un autre sujet, Siméo Isako. Le bilan de Fachi 2 ans et demi après, soit on va dire le bilan du gouvernement Sama Lukonde, parce que d'après les communicateurs du parti présidentiel, le mandat de Félix n'a commencé qu'avec l'arrivée de l'Union sacrée. Je ne sais pas si Siméo Isako partage cette opinion, nous allons en savoir un peu avec lui. Mais vous personnellement, Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre de la République, dit que le bilan de son gouvernement 100 jours après est positif. Vous, Siméo Isako, face au peuple, vous pensez quoi? Vous pensez qu'il a raison ou qu'il a exagéré? Consciencieusement. Comparativement à la situation sociale telle que nous les vivons tout le jour, est-ce que Sama Lukonde a raison ou il a exagéré ou il a tort? Consciencieusement, je pense que le bilan de Sama Lukonde est à 65% positif. 65% positif. Pour bien comprendre ces bilans, il faudra aller secteur par secteur. Parce que si nous y allons de façon disparate, nous n'allons pas bien comprendre la chose. On va prendre le secteur de l'économie par exemple. Ces bilans, il est... comme je l'ai dit, positif. Donnez-nous quelques éléments. Il faudra, je vais donner les éléments. Quelques éléments. Il faudra un peu beaucoup de temps. Quelques éléments qui il faut un travail minutieux de la communication, bien nourri, pour faire comprendre au peuple ce qui est fait jusqu'ici. Oui, exactement. C'est ce que nous faisons maintenant. Parce que le peuple, les ennemis de la République sont aussi de leur côté engagés à jeter de l'opprobre sur ces efforts-là. Oui, ça ne manque donc, pas. Donc, j'ai dit qu'on doit y aller secteur par secteur. Isako, pouvez-vous nous donner quelques indicateurs qui démontrent que le bilan
du gouvernement Sama Lukonde Kyenge est à 65% positif. J'étais en train de parler, merci aussi de me relancer. J'étais en train de dire que le bilan est à 65% positif. Pourquoi? Voilà. Secteur par secteur. On peut commencer par la sécurité, un secteur que j'ai choisi la sécurité. Au choix. Voilà. Nous allons prendre le gouvernement Sama Lukonde arrive. Un mois après, c'est l'état de siège qui est décrété. Avec cette mesure de l'état de siège actuellement, on enregistre des tueries sporadiques à l'est de la RDC. On ne tue plus comme avant. Mais il y a quand même des tueries. Je parle bien, il y a des tueries. Parce qu'il faut faire face à une situation qui a duré pendant plus de 25 ans. L'état de siège, c'est un peu comme une thérapie des chocs. On fait face à une situation qui a duré pendant plus de 25 ans. Et ce n'est pas en 2, 3, 4 mois, 2 ans qu'on mettra fin à cette situation. Non. D'après vous, il faut combien d'années pour que la situation devienne à la normale? Ça prendra le temps que ça peut prendre. Mais néanmoins, jusqu'aujourd'hui, nous notons qu'il y a évolution positive. Oui, par rapport donc, l'état de siège est décrété. Oui. Nous assistons aujourd'hui à des tueries sporadiques. L'état de siège nous a aidé à comprendre réellement les éléments qui démotivaient les militaires qui étaient au front. Non, mais écoutez, est-ce que l'objectif de l'état de siège, c'est de vous faire comprendre ou de finir la situation qui est devenue très complexe à l'est? Tout cela contribue au fait que l'insécurité doit finir à l'est. Parce que quand les militaires ne sont pas motivés, quand les militaires ne se battent pas comme il se doit, la sécurité ne prendra pas fin. L'état de siège nous a aidé aujourd'hui à dénicher qu'il y a des officiers militaires qui détournent l'argent destiné aux militaires qui sont au front. Plus de 20 officiers militaires sont aujourd'hui aux arrêts. C'est grâce à cet état de siège. C'est grâce au gouvernement Sama Lukonde qu'on a eu à dénicher cela. L'état de siège nous a aidé aujourd'hui à assister à une reddition de plusieurs milliers de rebelles. Ce qui a réduit aujourd'hui la puissance des nuisances des groupes armés. Conséquence des tueries sporadiques, comme je l'ai dit. Ça, c'est sur le plan sécuritaire. Aujourd'hui, mais écoutez, à Lubumbashi par exemple, Simeon, il y avait le phénomène Bakata Katanga. Attendez, avant qu'on y aille à Lubumbashi, nous sommes dans les secteurs, nous sommes face au peuple. Oui, mais exactement, mais nous devons aller doucement. Ce qui est fait. Allons-y doucement. Nous allons doucement. Nous évoluons doucement. Laissez-moi le temps d'expliquer. Vous allez parler. Voilà. Apaisez-vous. Vous allez parler. Nous avons beaucoup de minutes pour parler et vous n'êtes que le seul invité. Ok. Vous dites que l'état de siège a aidé à réduire beaucoup de choses. Sur le plan administratif, l'état de siège que le gouvernement a décrété, jusque-là, il n'y a pas la loi portant mesures d'accompagnement et d'encadrement. Lors de la 4e prorogation, un élu s'est levé pour demander l'évaluation avant de procéder à la prorogation. Ne pensez-vous pas qu'à un moment donné, on n'a pas évalué correctement la situation et qu'on semble évoluer sur les mêmes méthodes telles que lors de la première prorogation de l'état de siège. Ou pourquoi on évite d'évaluer au niveau de la plénière pour que la plénière se rende compte de l'évolution de l'état de siège. Mais on procède toujours comme d'une manière mécanique, comme des automates par rapport à la prorogation. Pourquoi on évite d'aborder la question de l'évaluation au niveau de la plénière? À l'entame de l'émission. Et pourquoi il n'y a toujours pas eu de loi portant mesures d'accompagnement et d'encadrement par rapport à la proclamation de l'état de siège par le chef de l'État? Vous êtes journaliste comme moi, je suppose que vous êtes aussi informé. Désinformer la population aujourd'hui pour dire qu'il n'y a pas eu évaluation de l'état de siège, c'est grave. Surtout que ça sort de la bouche. Non, moi j'ai cité un député. Je parle d'Eliezer Tamboué. Là, vous parlez de la 4e prorogation. Vous parlez de la 4e, alors qu'on a déjà évolué, on n'est même plus à la 4e prolongation. Donc, on doit être informé nous-mêmes avant d'informer les publics qui nous suivent. On n'est plus à la 4e prolongation. Nous en sommes à
à la 6e. Donc, mais jusque-là, il n'y a jamais eu d'évaluation. Il y a déjà eu évaluation. Au niveau de la plénière, il y a déjà c'est tout récemment qu'Eliezer Tambola déclaré. S'il vous plaît. Voilà. Je suis en train de vous informer. Allez-y. Parce que vous n'avez pas l'information. Si j'ai l'information. Vous n'en avez pas, je vous informe. Allez-y. Il y a déjà eu évaluation. Les ministres de la Défense, les chefs d'état-major, les gouverneurs du Nord Kivu et celui de l'Ituri étaient face aux députés, face à la commission défense et sécurité. Mais là, Siméon, s'il vous plaît. Acceptez que je pousse. S'il vous plaît, je termine. Le député que j'ai cité a réclamé l'évaluation au cours d'une plénière. Celle qui est faite, c'est en dehors de la plénière. Il a réclamé quand? Avant la dernière prorogation de l'état de siège. C'était quand? Avant la dernière prorogation. C'était quand? Ne plongeons pas la population dans la confusion. Il y a eu évaluation de l'état de siège. C'est pourquoi, à l'issue de cette évaluation, les députés UNC, qui est le président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale, a même demandé à ce qu'on puisse redéfinir l'état de siège, ça veut dire le format de l'état de siège. Cette demande a été faite à l'issue de l'évaluation qui a été faite entre, d'une part, le gouvernement, le gouverneur de province concerné, le chef de l'état-major, et d'autre part, les députés nationaux, membres de la commission défense et sécurité. Ils ont évalué l'état de siège. Les autorités politico-administratives ont apporté les éléments qu'il fallait auprès des députés. Ensemble, ils ont étudié la situation et ils se sont mis d'accord sur un bon nombre de points. La question sera amenée à la grande plénière pour qu'on présente à la grande plénière le rapport de ce qu'a été l'évaluation. Vous n'étiez pas informé, je vous ai donné l'information. Nous sommes sur le plan sécuritaire. Je parle de Lubumbashi. Les systèmes, les phénomènes Bakatakatanga. Aujourd'hui, on n'en parlait plus. Ça fait rage sous Kabila. Les auteurs ont été interpellés. On tué. Les auteurs ont-ils été interpellés, jugés, condamnés? Plusieurs arrestations. Plusieurs arrestations. Plusieurs alliés de Kabila ont été cités, entre guillemets, c'est récité, entre guillemets, dans ce phénomène Bakatakatanga. Mais parce que l'actuel régime... Qui les a cités? Non, il y a plusieurs rapports. Parce que quel rapport, par exemple? S'il vous plaît. Parce que l'actuel régime... Non, mais vous parlez, vous dites qu'on a cité des gens. Parce que l'actuel régime... Je vous demande de me donner les rapports. Parce que l'actuel régime a amené la rigueur dans la façon de faire. Aujourd'hui, nous assistons à la sécurité et à la paix au Katanga. Voilà, on va prendre on ne parle plus du phénomène Bakatakatanga. Ici à Kinshasa, la milice de le banditisme urbain, les Kuluna. La milice de Kingabwa. On n'en parle presque pas. Y a-t-il une enquête sur la milice de Kingabwa? De quelle milice vous parlez? Non, mais on a parlé d'une milice de Kingabwa. En dehors de ça, Mbosso Nkoli a parlé des députés rebelles qui participent dans le mouvement insurrectionnel contre notre État, aucune enquête n'a été faite. Mais ce sont ces députés-là, ce sont ces députés-là qui sont les tireurs de ficelle et qui sont ici à Kinshasa. Ce sont eux qui réclament qu'on puisse mettre fin à l'état de siège parce que quand il y a de l'insécurité à l'Est et bénéficient de cette insécurité-là, y a-t-il une enquête qui a été diligentée? Ils vont ensemble avec leurs partenaires exploiter les minerais de l'Est parce qu'il y a de l'insécurité. C'est bien bon de le dénoncer, mais est-ce qu'une enquête a été diligentée après vous pensez déclaration de Mbosso Nkoli? Qui sont ces députés qui ont été interpellés? Vous pensez que Mbosso, à son niveau, pouvait faire une déclaration parce qu'il doit le faire? Il a fait une déclaration sur base des éléments. Mais à la suite, il n'y a aucune enquête qui a été faite pour vous nous démontrer le contraire. Si les services de sécurité sont on va passer à autre chose. Ils ne viendront pas vous le dire. On va passer à autre chose, Siméon Isako. On va prendre un autre secteur. Le public a compris avec moi que vous n'avez pas répondu à la question sur la loi portant mesures d'accompagnement et d'encadrement de l'état des sièges. Et que jusque-là, rien n'est fait. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou à commenter par rapport à cette problématique des manques de la loi portant mesures d'accompagnement avant que je ne prenne un autre secteur de la vie? Non. Dire qu'il n'y a pas des mesures qui accompagnent
Il n'y a pas une loi. S'il vous plaît. Voilà. Dire qu'il n'y a pas des mesures. Parce que vous parlez de la rigueur. Depuis Non. que ce régime est arrivé, il y a la rigueur. Je pense. Mais en principe, la loi devrait déjà être là. Je pense que vous n'êtes pas informé. La loi a été déjà votée, promulguée. Je pense que vous Comme n'êtes je n'ai pas- pas l'information, dis au Je public pense que vous la n'êtes loi pas a été déjà informé. promulguée. La loi Je pense existait que déjà. Vous n'êtes pas informé. Allez-y. On ne peut pas prendre une pareille décision plus de 2 mois après et il n'y a pas des mesures qui accompagnent. La loi. Non, mais quand on parle de La loi, Simon. quand on parle de la loi, on parle des mesures. La loi est constituée de différents. L'Assemblée nationale dispositions. a-t-elle déjà statué? L'Assemblée avait statué sur La ça. loi existe. Les députés avaient débattu sur ça. Je pense que vous n'êtes pas informé. Je pense que vous n'êtes pas informé. Très bien, on va passer à autre chose parce que là, la situation n'est pas très claire. Elle On va est prendre claire, la c'est situation, vous qui voulez la rendre floue. la situation, on va prendre l'économie et les sociales du peuple. Siméon Isako, pouvez-vous dire aux Congolais aujourd'hui quelle est la politique économique de notre pays après l'arrivée de Sama Lukonde Kyenge et où en est-on aujourd'hui avec l'économie de notre pays? Merci pour la question, Patrick Lokala. Je pense que les Congolais qui nous suivent, comme moi, sont tous en train de constater qu'il y a une évolution significative sur le plan économique depuis l'avènement du gouvernement Sama. Je vais y aller mollo mollo. Le gouvernement Sama arrive 2 mois, 3 mois après, je veux dire, il signe un accord avec le FMI. 1,5 milliard de dollars américains pour un programme triennal. Ces fonds vont nous aider, nous, Congolais, dans différents secteurs, dont l'éducation. Le gouvernement Sam arrive. Il fait face à cette catastrophe naturelle. L'éruption volcanique. L'éruption du Nirangongo. Il a fallu gérer cette situation. Plusieurs millions de dollars. Il a fallu gérer cette situation. Bien gérer alors cette situation. Parce que la population de Goma était en détresse. Une situation inattendue. Alors que le gouvernement s'est préparé à exécuter son plan d'action. Le gouvernement s'est étalé à gérer la situation. Le gouvernement Sama arrive. Les réserves d'échange. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 1,5 milliard. Ce que vous avez trouvé, non? Non. Dire que c'est ce qu'on a trouvé, c'est grave. Oui, mais à l'époque de Joseph Kabila, avant qu'il n'ait pas, après son départ, Encore un la réserve au niveau du trésor public était évaluée à peu près 1,5 milliard de dollars. Encore un mensonge d'État. Et c'est grâce à cet argent qu'on a fait le programme 100 jours. Plusieurs sources continuent à démontrer jusqu'à maintenant que durant ces, je peux dire, 20 ans de règne, le régime Kabila n'avait pas laissé 1,5 milliard. Et pourtant, des rapports existent, cher Simon. De quel rapport vous parlez? Des rapports existent, les rapports de la BCC existent. Vous parlez de quel rapport? Je ne réponds pas à vos questions, mais seulement lorsque le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a trouvé au moins 1,5 milliard au niveau de la réserve stratégique. Je ne pense pas. Moi, je t'ai parlé de plusieurs sources. Quelles sont ces sources? Je ne peux pas citer ces sources ici. En tout cas, vous êtes la première personne donc, qui nie le fait que le pouvoir Kabila a laissé beaucoup d'argent au niveau de la réserve et que c'est les gouvernements de Félix Antoine Tshisekedi qui ont réduit sensiblement cette réserve et qu'aujourd'hui, s'il y a amélioration à hauteur de la même somme qui existait avant, on ne peut pas s'en féliciter. Non, pourquoi on ne peut pas s'en féliciter? Parce que je t'ai dit tout à l'heure ici que... Ça, c'est pas une avancée. Non. Attends. Kabila n'avait pas laissé ses fonds à cette hauteur. C'est ce que vous dites. Ce sont des mensonges d'État.
Il faut faire la différence entre les opinions que vous pouvez avoir et les chiffres qui existent, les rapports existent. Ce sont les mensonges. On a distillé ces mensonges dans l'opinion publique. Heureusement qu'il y a les gens bien rodés qui n'ont pas avalé ces mensonges. Donc ce sont là les réalisations du gouvernement Sama. Faut refuser avec le gouvernement Sama aujourd'hui. Il y avait des réserves avant que avec le gouvernement Sama aujourd'hui, on a relancé je m'excuse. Allez-y. La coopérative de la pêche et de la commercialisation de poissons. La coopérative a été relancée avec le gouvernement Sama. Avec le gouvernement Sama aujourd'hui, un billet d'avion qui coûtait $400 coûte actuellement $193. Exemple, Kinshasa Lubumbashi. Les denrées alimentaires. Social. Les denrées alimentaires. C'est le social. Avec le gouvernement. Il y a des gens qui passent avec des bouts de papier à travers les plateaux des télés pour dire voilà le riz, le prix du riz, le prix du sac, ça va baisser. Les ceci comme les cela. Jusqu'aujourd'hui, il y a des, les billets d'avion, c'est parti il y a une incompréhension entre les opérateurs économiques. Attendez, Siméon. Jusqu'aujourd'hui, il y a une incompréhension entre les autorités, les opérateurs économiques, allais-je dire, et le gouvernement de la République, qui n'arrivent pas à s'attendre autour de la griffe tarifaire par rapport au prix de denrées alimentaires. Il y a une incompréhension terrible. Vous pensez, ça sera la dernière question par rapport à ces sujets. Vous pensez que la meilleure façon de résoudre le problème du social ou des prix des denrées alimentaires sur le marché, c'est d'imposer aux opérateurs économiques les prix au lieu de produire. Je vais vous répondre. Au lieu de produire. Je vais vous répondre. Donc, parce que les taux de production les billets d'avion, je disais que les billets d'avion, ça a commencé par une simple annonce. Aujourd'hui, c'est une réalité. Ça sera le même avec les prix des surgelés. Les négociations sont très avancées. Vous fondez votre espoir sur les opérateurs économiques. Les négociations sont très avancées. Le Premier ministre a instruit, déjà il avait instruit encore hier pour qu'on puisse continuer avec les négociations de sorte qu'on puisse trouver un accord pour que la population. Pourquoi le gouvernement doit miser sur les opérateurs économiques en lieu et place de produire? Le gouvernement va produire. Je vous ai parlé par exemple de la coopérative. Les bateaux de pêche sont en train d'arriver. Je vous ai parlé de la coopérative de pêche et de commercialisation de poissons. Sont en train. J'ai dit bien sont en train. Tout commence par un projet. Ce pays est en train d'être relevé. On vous reproche de faire trop de promesses. Hein? Il faut le comprendre. On vous reproche de faire trop de promesses. Sur le plan diplomatique, on ne peut pas. On peut pas passer comme ça. Il y a eu des accords signés avec les voisins, les Burundi, l'Ouganda, les Rwanda et consorts. Petit à petit, l'émission tend vers la fin. Il y a Faustin Longa qui sera dans quelques jours le secrétaire général de la SADC. Parlons un peu politique à présent. Tout cela entre dans les actifs de Tshisekedi et de son gouvernement. Polémique autour de la mise en place de nouveaux animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. Vous le savez, les confessions religieuses chargées de désigner les nouveaux membres de la CENI ne s'entendent pas. Chacun d'entre eux émet sur d'ondes différentes. Vous connaissez très bien la guerre qu'il y a entre les églises catholiques et protestantes avec les églises de réveil autour de la désignation des animateurs de la CENI. Le tribalisme s'est invité. Il y a des candidats qui se disent être victimes du tribalisme. Il y a d'autres qui déplorent l'attitude des églises catholiques et protestantes. Suite à cette incompréhension, les dossiers se trouvent présentement au niveau de l'Assemblée nationale où une commission paritaire sera mise en place aujourd'hui pour statuer autour de ces contentieux qui perturbent les bons fonctionnements, qui risqueraient même de retarder, avoir des incidences sur l'organisation des élections en 2023. Je reçois pour vous, encore une fois, je rappelle que je reçois pour vous, face au peuple, Siméon Isako. Quelle est la lecture que vous faites aujourd'hui? Est-ce que c'est finalement l'Assemblée nationale, à travers cette commission mixte, qui va trouver la solution au problème des confessions religieuses par rapport à la désignation de nouveaux membres de la CENI, ou c'est juste une opération politique? Est-ce que l'Assemblée nationale a un agenda qui n'est pas connu des églises? Dans cette affaire de la CENI, il y a à boire et à manger. Pourquoi je l'ai dit? Parce que je suis en train de comprendre, dans ma petite analyse, que finalement, l'Église catholique, la Mouka, El Fayoulou,
et Mozito, le FCC de Kabila, l'ensemble de Moïse Katumbi, le FCC, par exemple, à travers le PPRD, a dit qu'ils ne prendront pas part à cette commission. Ne veulent pas aller aux élections. Ce qui est légitime. Alors que le chef de l'État est déterminé à avoir les élections en 2023. Il s'agit de la commission. Ils ont refusé de prendre part à cette commission. N'oubliez pas que depuis toujours, l'Église catholique n'a jamais délégué un candidat à la CENI. Toutes les fois qu'il faut choisir un candidat président de la CENI, l'Église catholique s'est toujours retirée. Ce n'est pas la première fois. Chose qui était décriée hier. C'est pas la première fois. L'UDPS émettait sur la même longueur d'onde que l'Église catholique. Aujourd'hui, si l'Église catholique se retire parce que c'est Denis Kadima qui est désigné, ils avancent des raisons telles que il est des mèches avec Félix Tshisekedi, encore qu'ils n'ont pas donné de preuves, ils n'ont pas prouvé qu'il est des mèches avec Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, nous comprenons qu'il s'agit simplement d'un problème de la haine. Contre qui? Nous comprenons que l'Église est en train de semer quelque chose, en fait, dont l'ampleur va aller au-delà des siècles, dont l'ampleur va aller au-delà des générations. Je vais vous poser une question claire, ce sera la dernière question. Aujourd'hui, attendez, Siméon. L'Assemblée nationale est appelée à décanter cette situation. Les députés nationaux doivent se déterminer et comprendre que nous devons aller aux élections. Siméon Isako. Ils ne doivent pas répondre aux caprices de l'Église catholique et de l'ECC, moins encore du FCC de Kabila qui se voit déjà perdant pour les futures élections parce qu'ils ont fait souffrir la population. Je vous pose une question directe. Vous dites que l'Église a la haine contre qui et pourquoi? Ça sera la dernière question. Répondez rapidement face au peuple et puis nous allons. Je ne parle pas de l'Église tout entière. Je parle de certains dirigeants de l'Église, dont Ambongo. Quel intérêt Ambongo? Tembi, la haine contre le chef de l'État et la haine contre la tribu Luba. Pourquoi? Ambongo, Cholé, pour parler de lui, c'est un pasteur qui ne dit pas la vérité. Dans sa bouche, il ne sort que les mensonges. On est arrivé. Vous vous souvenez que Cholé, sur le plateau de Télé50, Cholé dit que nous avons reçu 40 000 smartphones venant des pays européens, Suède et consorts. Merci beaucoup, Simon. Les soirs, sur TV5, Olivier Kamita te dit Moïse Katumbi a envoyé 40 000 smartphones à Merci RDC beaucoup. pour l'observation des élections. Merci beaucoup. De la bouche d'un pasteur, il ne sort que des mensonges. Merci beaucoup. Peut-on croire à ces messieurs? Nous sommes arrivés à la fin. Ils sont en train de distiller la haine dont l'ampleur ne sera pas peut-être maîtrisable dans les futures années. Siméon Isako, journaliste et rédacteur en chef au niveau de casinfo.ca, communicateur du président de la République. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Patrick Local. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si vous l'avez aimé, dites merci au directeur général Paul Tossoua. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.